merci de m'accueillir dans ton cabinet, merci à toi. Merci à toi Kevin, hein. Merci de m'avoir proposé l'invitation surtout, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est l'ostéopathie. On va répondre aux questions avec un ostéopathe Valentin. Et je vais vous montrer un peu vraiment qu'est-ce que c'est le quotidien d'un ostéopathe. Valentin, parle-moi un peu de toi, qu'est-ce que tu as fait comme études, t'as quel âge, t'aimes faire quoi dans la vie? Alors, du coup, je m'appelle Valentin, j'ai actuellement 23 ans. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Beaucoup de sport. J'aime beaucoup de sport, étant ancien joueur de basket à un certain niveau. Donc après, j'ai bifurqué dans les études très rapidement et pour faire études d'ostéopathe, forcément, école d'ostéopathie. Et avant ça, avant l'école d'ostéopathie, j'ai fait donc un bac ST2S. Alors, je ne sais plus C'est exactement quoi ce la que ça branche veut en dire. dedans? C'est plus. Mais en gros, c'est dans le social, travail dans le Ok, social. ça marche. Ok. De base, les branches vont être dans le paramédical et le social, tout ce qui va être infirmier, aide-soignant, Quand même, psychomote. ce ça genre de reste, choses. ça reste un peu dans la globalité de la chose. C'est ça, c'est vague, mais c'est pas spécifique. Ça marche. Ok. Donc voilà, j'ai fait ce bac et après le bac, juste après, j'ai décidé de partir donc en école d'ostéopathie directement à Champs-sur-Marne, à l'ESO. Et Valentin, pourquoi avoir choisi d'être ostéopathe? C'est une bonne question. Pourquoi être ostéopathe? Selon moi, forcément parce que la vie diverge, Bien sûr. mais selon moi, être ostéopathe, c'est super intéressant parce qu'il faut aimer le contact humain, aimer aider les personnes, leur apporter quelque chose, au moins un sourire, un bien-être. C'est très important et surtout être à l'écoute. C'est aussi très important d'être à l'écoute que ce soit du patient, du corps du patient aussi. Si le patient il a mal quelque part, de pouvoir lui apporter une solution, mais sans forcer. Si le patient il dit j'ai mal quand je fais tel ou tel geste, c'est Ouais. intéressant de ne pas lui dire justement en fait ce geste-là c'est intéressant. D'accord. Des fois c'est un peu nocebo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Du coup, Valentin, si je suis un de tes patients et je te demande c'est quoi l'ostéopathie, qu'est-ce Ouais. que c'est? Alors moi ce que je dis en consultation à tous les patients qui ne connaissent pas, je leur explique qu'en fait l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle où on vient utiliser essentiellement nos mains. Ok. À la recherche donc on vient tester tout le corps du patient Oui. et on vient à la recherche de manque de mobilité. Donc de restriction de mouvement. De réaction, du coup. De restriction. De restriction. Vraiment, quand le corps n'arrive pas à aller quelque part, là, d'accord. c'est une restriction parce qu'il est restreint d'aller dans tel ou tel mouvement. Et là, tu peux voir où est le problème. On suppose, c'est Ok. beaucoup de suppositions. Après, on vient tester donc le corps en voyant si telle ou telle zone bouge plus ou moins que d'autres parties du corps. Ouais. Et là, on va émettre des idées, donc avec juste avant l'anamnèse, donc savoir le motif déjà, et surtout où est-ce que le patient a mal, et surtout aussi les antécédents. Ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact sur la recherche Ça a de beaucoup la d'impact restriction. ouais, c'est ça, sur la recherche. Si tu me dis qu'il y a pas mal d'antécédents au niveau du dos, donc cardiaque, pulmonaire, ce genre de D'accord. choses, et que moi je sens que ça bouge un peu moins, on se dit que ça peut venir de là. Est-ce qu'on est sûr à 100%? Bien sûr que non, mais on se dit qu'il y a quelque chose qui fait que. D'accord. Et j'ai une question. Si le patient a un bébé, Ouais. comment tu vas repérer la restriction? Ce sera sur les dires des parents? Ce sera sur… Sur les bébés, c'est encore une catégorie à part, parce Ah ah. que les bébés, ils ne parlent pas. Bien Donc sûr. en fait, on doit vraiment se fier à ce que les parents nous racontent. D'accord. On n'a aucune certitude, c'est les parents qui nous racontent l'histoire de leurs enfants. Nous, on va écouter ça, on va le mettre dans un coin de notre tête, et en fait, c'est quand on vient manipuler, quand on vient tester et mobiliser l'enfant, que là, on va voir si il y a des endroits qui sont un peu plus restreints que d'autres. On va bouger le bras, on va voir si le bras se lève correctement, comparé à l'autre côté, s'il se lève de façon équitable. Ah, Donc ok. c'est comme ça qu'on vient Merci pour différencier. l'exemple. Ouais, merci pour l'exemple. C'est pour donner un Ouais, contexte, ça- voilà, c'est pour éclairer. Et ensuite, donc l'ostéopathe, une fois qu'il a fait ce travail de recherche de restriction, Ah il vient donc amener le patient donc, à l'observer, puis sur la table. La table, on vient tester donc, de façon passive, où le patient ne bouge pas, il fait rien, il se laisse faire. Ouais. C'est nous qui allons bouger à droite à gauche pour concrétiser certaines articulations, être plus spécifiques sur certains endroits. Waouh, ok. Et après, on traite de différentes façons, que ce soit des techniques douces, des techniques qui sont Par une amenées à pratique. craquer. Par une Par une pratique. pratique. Une Ok. pratique manuelle, vu que ostéopathique, c'est une thérapie manuelle. Donc on sera amené à utiliser nos mains, quoi qu'il en soit. Et après, on en vient au conseil pour amener au patient à être le plus autonome possible. Le but étant de ne pas le revoir toutes les semaines, c'est vraiment de l'aider sur l'instant T, de lui donner des conseils pour qu'il soit le plus autonome. Pour qu'il soit même que s'il
il a de nouveau ce blocage, il puisse se dire, ok, l'ostéopathe m'a donné tel conseil pour faire ça, Intéressant. est-ce que ça se débloque? Ouais. Si oui, tant mieux, sinon, pourquoi Il pas peut revenir, revenir, voilà. on réoriente, je lui donne d'autres conseils supplémentaires. Très bien. Et combien d'années d'études pour tout ça, pour être amené à faire ça? Alors, l'ostéopathie, c'est une école donc d'ostéopathie. Le parcours se fait en 5 ans. Sur les 5 années, il est différencié en plusieurs cycles, D'accord. notamment les premières années. Donc, notamment la première année, ça va beaucoup être basé sur des... on commence la thérapie manuelle directement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines d'école, on commence déjà à avoir quelques notions, manipuler, à etc. manipuler, à mobiliser, ce genre de choses. Très bien. Après, les premières années, c'est beaucoup de théorie, forcément, parce qu'il faut apprendre le corps humain, savoir les Quoi, os, par exemple, les les muscles. os, les articulations, les muscles, les nerfs, forcément, le système vasculaire, donc artériel, vasculaire, neuro, donc nerveux. Ça, c'est la première année. Après la deuxième année, on est un peu plus poussé on rentre un petit peu dans de la sémiologie, donc comprendre comment certaines maladies, pathologies peuvent interférer avec le corps. Donc, est-ce que si on a un rhume, une grippe, certaines autres pathologies, ok, oui, un peu plus grave, arthrose, ostéomyélite, un peu plus embêtante, ce genre de choses. Donc, de la sémiologie pure appliquée au corps. Et on va aussi apprendre d'autres notions, comme un petit peu l'encéphale, donc comment fonctionne notre cerveau, le système nerveux un peu plus poussé. Ah ouais, quand même. Tout en gardant la pratique manuelle, obligatoire. Et c'est à partir de la 3e année où là, le chemin va un peu diverger. On va beaucoup plus apprendre donc, de la sémiologie, comment comprendre, comment amener le patient à une solution. On aura un peu moins de pratique manuelle parce qu'en fait, au bout de la 3e année, on rentre en clinique. Donc là, on a la clinique où on a nos propres patients et c'est là où on fait, entre guillemets, nos tests. À manipuler aussi le matériel, parce que j'ai vu une table... C'est ça. La vraie table, on la manipule en 3e année. Donc, manipuler, ça reste simple parce que ça reste une pédale, mais on y a accès en 3e année. Avant, on est sur des tables mobiles, comme des tables de déplacement, on va dire. D'accord, ok. Et à partir de la 3e année, on a le vrai matériel clinique, donc d'un clinicien praticien. Donc voilà. Et après la 3e année, ça va être du perfectionnement. 4e, 5e année, c'est s'entraîner, perfectionner ses techniques. Sur la pratique ou sur la connaissance? Les deux. Okay. La pratique, forcément, au fur et à mesure d'avoir des patients, la main va se développer, des raccourcis vont se faire, on va aller plus vite à diagnostiquer, à traiter, à manipuler, ça va aller beaucoup plus vite. Et par contre, en théorie aussi, on va pousser un peu plus. En 4e et 5e année, on va avoir des cours très spécifiques sur les seniors, sur les femmes enceintes, après-accouchement. Catégoriser un peu les patients. C'est ça, on va spécifier un petit peu. Voilà. On va spécifier. Comme ça, quand on aura tel ou tel patient, on saura que l'anamnèse, le discours, les conseils seront entre guillemets différents parce qu'on aura ce type de patient. On aura un sportif n'est pas pareil, il n'est pas la même consultation qu'avec une femme enceinte, un bébé ou une personne lambda. D'accord. On caractérise un petit peu. Donc voilà comment sont segmentés, on va dire, les 5 années. Et il faut choisir quoi, une école publique ou privée pour Alors en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'école publique. D'accord. Il n'y a que des écoles privées réparties un peu partout en France. Je sais que dans la région parisienne, il y en a plusieurs, de mémoire, 2. Dont la mienne où j'étais à l'ESO, donc à l'ESO Champs-sur-Marne, dans le quartier des Cartes, qui est forcément une école publique, donc payante. D'accord. Et ça coûte environ une fourchette, ça coûte combien ces 5 années d'études du coup? C'est ça, on est sur 5 années d'études, environ, on est aux alentours des 10 000 € l'année. D'accord. Cool. Du coup, tu es sorti de l'école, tu étais diplômé depuis quand? Je suis diplômé depuis juin 2025. Donc 2025. Très fraîchement. Ça a été quoi tes démarches pour trouver un cabinet, pour pouvoir exercer ton diplôme du coup? Ça a été très dur, comment ça s'est passé? Pas facile, surtout plus de stress que de la difficulté, je pense. Parce que la démarche, elle est relativement simple. C'est comme si on cherchait un appartement. Ah, d'accord. Okay. On vient regarder sur différents sites, différents groupes d'annonces, ostéo, médecins, genre de choses, pour pouvoir avoir un cabinet, une place, un remplacement, peu importe, des choses pour pouvoir exercer directement notre profession. J'ai eu la chance d'avoir, par le bouche à oreille, un médecin qui me disent qu'ils partent à la retraite. Donc, j'ai pu m'installer assez rapidement. D'accord. Les démarches ont été longues parce qu'il a fallu créer son entreprise, se déclarer en tant que nouveau entrepreneur, nouveau praticien, nouvel ostéopathe dans ma ville. Donc, le temps que l'information remonte, d'avoir la certification que je peux exercer. D'accord, ok.
Voilà, il y a des choses quand même à mettre en place avant, mais une fois qu'on l'a eu, j'ai pu ouvrir mon cabinet, acheter le matériel et après me lancer. Et le matériel à peu près, c'est quoi le plus cher du matériel? C'est la table? Le matériel, c'est la table, exactement. C'est d'ailleurs un de nos outils fondamentaux. Bien parce sûr, que sans ça, c'est compliqué de pouvoir faire des bons traitements. Très bien. Généralement, une table, il faut compter entre 2000 et Un peu plus cher. pour les hauts de gamme. Allez. Ouais, je dirais entre 2 et 5000 euros. D'accord, pour des fourchettes. Ok, ça Voilà, marche. très bien, très très bonne table, mais généralement c'est le plus gros du coup. D'accord. Et suite à ça, comment tu vas prévenir tes futurs patients qu'il y a un cabinet qui a ouvert, Absolument. etc. Et c'est quoi les canaux que tu vas utiliser? Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Généralement, le bouche-oreille, forcément, le Oui. numéro 1. Si on commence dans une ville où on ne connaît pas, c'est plus compliqué que si on commence dans une ville que qu'on est. Forcément, D'accord. il y a toujours Bien des sûr. personnes qui nous connaissent, Bien sûr. qui vont faire que le réseau va progressivement s'améliorer. Quand je me suis installé, j'ai directement commencé le bouche à oreille, après avec des cartes de visite aussi. Ouais. Des petites cartes de visite qui permettent de nous faire connaître, de Mhm. savoir que en les distribuant dans des points stratégiques, les pharmacies, les bars, les médecins généralistes, les cabinets Les pluridisciplinaires, clubs sportifs aussi, les clubs salles de gym, sportifs, ça. les salles de sport, ouais, carrément. Ce genre de choses, en fait, ce genre de structures vont permettre de divulguer l'information. Parce que s'il y a quelqu'un qui est blessé, ils vont voir la carte, ils vont faire c'est vrai, il y a un nouvel ostéopathe qui s'est installé, pourquoi pas aller le voir. Intéressant, Ils intéressant. ne me connaissent pas, mais l'information circule. D'accord. Après, il y a les réseaux sociaux, forcément, donc que ce soit ouverture de compte Instagram, Oui. Facebook, Ouais. LinkedIn, Ok. ce genre de choses, les réseaux en général. Et après, globalement, ça va être le plus gros, ça va être ça pour commencer. Et le célèbre Doctolib, du coup? Effectivement, Le j'avais célèbre oublié. Doctolib, ouais. Le célèbre Doctolib, on est sur la plateforme Doctolib pour justement nous ramener des patients, entre guillemets, automatiquement, vu que Doctolib est très célèbre, c'est le numéro 1, donc Ouais. on se met dessus en espérant avoir des patients au tout début. Ouais. Du coup, Valentin, dis-moi, c'est quoi une journée quotidienne? Combien de temps tu prends par patient? Comment tu mets tes parties avec un patient? Qu'est-ce que tu as commencé avec le patient, etc. Des journées typiques. En gros, quand j'arrive au cabinet, déjà je commence forcément par mettre une ambiance dans la salle. Ouais. Donc l'ambiance va pour mettre le chauffage, allumer le chauffage, surtout avec le temps qui fait. Ouais, forcément. l'hiver, ouais. Après, forcément, je regarde un petit peu le dossier du patient, s'il est nouveau ou s'il est ancien, s'il revient. Ouais. Je relis son dossier pour être sûr de rien oublier vis-à-vis de la précédente consultation. D'accord. Après, le patient il vient et puis on fait ce qu'on a à faire. Vis-à-vis de la consultation, comment ça se passe? Donc déjà, je me déplace toujours vers le patient pour aller le saluer, Oui. me présenter. Il y a un petit moment, donc une petite phase de questions, un peu questions-réponses à titre de questionnaire. Donc ça s'appelle en médecine, en tant qu'ostéopathe, ça s'appelle l'anamnèse. Là, tu le poses oralement. Parce que Ouais, généralement, ouais. c'est quand on va chez On peut un l'écrire. praticien, On écrit, peut l'écrire, on peut l'écrire, c'est juste que il y a de plus en plus de logiciels patientés où on peut le faire sur internet directement. Intéressant. Ouais. Ok. Et en gros, ça va être des questions comme tu disais, voilà, ça va être des questions type nom, prénom, âge, sexe, pour bien s'assurer que ce soit la personne en face de nous. Après, ça va être des questions, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vos antécédents, pour savoir, comme je disais tout à l'heure. Un peu pour cibler peut-être les futures restrictions. Exactement. Le motif de consultation, le numéro 1 qu'on demande, parce que la personne, on sache pourquoi elle vient, que ce soit une douleur au niveau cervical, dorsal, une autre problématique. D'accord. Donc voilà, ça va être l'anamnèse. Après, on va passer sur des tests actifs avec l'observation. Donc je vais demander de se mettre en sous-vêtements. C'est pas obligatoire. C'est mieux, selon moi, parce que je trouve ça plus facile de voir la peau. Pour manipuler. Pour manipuler aussi. Mais si les personnes ne veulent pas se mettre en sous-vêtements, il n'y a pas de souci. Par bien. contre, mettez-vous en tenue de sport, s'il vous plaît. Pour pratiquer, c'est super top. Valeur, traitement et conseils. Ça, c'est comment sont segmentés, Ouais, on va segmenter, dire, ta consultation. la consultation en ostéopathie, si tu veux. Mais du coup, Valentin, dis-moi, s'il y a un patient qui vient pas, qui annule pas, qu'est-ce que ça va engendrer sur ta journée, aussi sur l'aspect un peu financier? Ça, c'est toujours compliqué quand les patients n'annulent pas, du moins quand je ne suis pas au courant, on se retrouve du coup avec un lapin. Et c'est un créneau libre, du moins qui est devenu vide et qui aurait pu être rempli par un autre patient Exact. qui aurait voulu une consultation en urgence.
Donc c'est toujours embêtant parce que nous on est obligé de rappeler le patient pour savoir s'il lui est arrivé quelque chose, s'il s'est trompé d'adresse, s'il a eu un problème. D'accord, ok, quelconque. s'assurer même si le Bien sûr, patient. c'est ok. normal, c'est pas une usine à argent, c'est pas une Très usine bien. à patient, Ok. c'est un patient, donc on en prend soin du début jusqu'à la fin, Très même bien. s'il n'est pas là. Très bien. Par contre, effectivement, s'il ne vient pas, qu'il ne répond pas, on met l'annulation, forcément, et ça veut dire que pendant 1 heure, on ne fait rien parce que on a perdu de l'argent, on a perdu une consultation. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'après-midi, moi, mes consultations durent entre 45 minutes et 1 heure environ. Vous avez bien écouté, hein. Prévenir avant de venir, hein. Le secret médical. Alors, le secret médical, c'est donc dans les professionnels de santé, on est tous amenés à posséder ce secret médical. C'est-à-dire, lorsqu'on est en consultation avec un patient, tous ces dires, tous ces, entre guillemets, secrets, Et son dossier. déjà sont notés sur le dossier. Le dossier est verrouillé par moi-même et il est dans un ordinateur qui est dédié à la profession. D'accord. Pour ne pas mélanger le Bien sûr. pro du perso. Ok. Ensuite, tous les dires des patients, entre guillemets, ses confessions, ses antécédents, ses D'accord, douleurs, ok. tout Que- ça que est soit gardé un- pour lui. Que ce soit en rapport dans la pratique et même dans sa vie privée. C'est ça. Surtout Très dans la vie bien, privée, parce que intéressant. c'est des choses qui sont privées, du coup. D'accord. Donc je n'ai pas le droit, enfin, professionnels de santé, nous n'avons pas le droit de divulguer ce genre d'informations, déjà d'une au grand jour, déjà, et à d'autres personnes, que ce soit d'autres confrères ou à d'autres patients. Du coup, Valentin, je sais pas comment tu es tout seul, tu travailles, tu fais la pratique, etc., tu consultes tes patients, mais en fait, qui s'occupe de la paperasse? Est-ce que tu as quelqu'un ou c'est toi-même qui fais la paperasse? Non, actuellement, c'est moi qui gère tout. Je gère mon entreprise en tant qu'ostéopathe, mais aussi en tant que, entre guillemets, comptable. Exact. Donc je fais les déclarations moi-même avec des sites qui existent, des logiciels qui permettent d'aider D'accord, ok. à trier les différents papiers, savoir si c'est pro, perso, les factures, ce genre de choses. Intéressant, du coup, c'est plus permettent. on est Ça aide. aiguillé, ça aide. Ouais, tout il ça, y a une ouais. aide. Il y a une aide. Après, c'est vrai que quand on est libéral, on a la double casquette. On a la casquette d'ostéopathe, mais on a la casquette aussi de gérer son entreprise. Ouais. Donc on doit gérer les dépenses, les rentrées, le chiffre d'affaires. On vous apprend tout ça à l'école? On a quelques cours pour Ouais. nous aiguiller, pour nous aider. Après, forcément, ça va être des cours très globaux. Très globaux, ouais. Parce que le but étant pas de nous former à de la comptabilité, vu qu'on n'est pas comptable, mais d'avoir des notions pour bien déclarer, pour bien rentrer dans la vie Ça active. t'a beaucoup aidé, ça, à l'époque? Ça a aidé, c'est clair. Après, c'est vrai que quoi qu'on dise, il y a la théorie et il y a la pratique, forcément. Oui, forcément. Mais sur le principe, au moins, on est beaucoup moins perdu. On se dit, ok, c'est vrai que dans les cours, on a vu ça, donc ça devrait se passer comme ça. Au moins, quand on arrive sur le terrain, on se dit qu'il faut que je fasse ça, mes déclarations, je les fais à peu près comme ça. On n'est pas forcément sûr à 100% au début, mais on est quand même aiguillé en sachant qu'on peut toujours appeler des gens, que ce soit pour l'URSSAF, quoi que ce soit, on peut les appeler pour qu'ils nous aident. On peut appeler des confrères à nous qui sont dans le milieu depuis plusieurs années. Valentin, dis-moi, est-ce que c'est important que le cabinet il a une bonne localisation? Est-ce que ça joue sur quelque chose, l'environnement, sur ton cabinet? Ouais, carrément. Le cabinet, mieux il est localisé, dans le sens où s'il va être dans une petite ruelle sombre au fin fond d'une ville, il y aura moins de visibilité, donc moins de passage devant. Donc forcément, les patients seront moins au courant qu'on est installé ici. Ça joue, parce que si les patients ne savent pas qu'on existe, ils ne viennent pas. Donc en gros, la localisation va jouer forcément sur ton chiffre d'affaires, donc sur ton nombre de patients que tu vas manipuler, traiter, aider, forcément. Ça va jouer aussi, il y a des zones qui sont un peu plus surchargées, notamment Paris. Paris, il y a énormément, grosse métropole, il y a énormément, pas que d'ostéo, de praticiens de tout genre. Donc forcément, si on est débutant et qu'on veut s'installer, il y aura plus de concurrence à Paris que si on va dans un endroit où on est en désert médical. On est en recherche de médecins, d'ostéo, de kinés. Intéressant. C'est pas pareil. Ça joue. Et est-ce que être dans un groupe médical, ça joue aussi? Dans un cabinet pluridisciplinaire, ça aide. Forcément, la visibilité n'est pas la même. Parce que si dans un cabinet pluridisciplinaire, il y a kiné, médecin, genre de choses, les patients qui ils viennent devant, ils voient les différentes plaques. Exact. Et les plaques font que, en fait, on sait qui il y a dans ce cabinet.